Samedi 8 février 2020, bienvenue, bonjour à tous. Voici tout de suite les titres de ce journal. Ouverture demain, dimanche 9 février, des travaux du 33e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. Au menu, la présentation du deuxième rapport sur le suivi de la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'UA. La Côte d'Ivoire est représentée par son président Alassane Ouattara. À la une également, le séjour en Côte d'Ivoire du prince Édouard d'Angleterre, également président du Conseil du programme de l'Ordre du Mérite international. Il était reçu hier au palais présidentiel par le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Les échanges ont porté sur la coopération bilatérale. Enfin, début demain, dimanche 9 février, des élections législatives et municipales au Cameroun. Mais certaines populations fuient le scrutin. Tout d'abord, les activités du président de la République. Alassane Ouattara est depuis hier à Addis Abeba en Éthiopie où il va prendre part au 33e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Les travaux de cette rencontre vont s'ouvrir demain, dimanche 9 février 2020. 33e sommet placé sous le thème « Faire taire les armes, créer des conditions propices au développement de l'Afrique ». On en parle avec Viviane Haïm. Le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé en début de soirée à l'aéroport international Bolé d'Addis Abeba. Il a été accueilli par le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Le chef de l'État ivoirien vient prendre part au 33e sommet de l'Union africaine qui va connaître son point d'orgue dimanche avec la tenue de la réunion de l'instance suprême de l'Union africaine, à savoir le sommet de la conférence des chefs d'État de l'Union africaine. Ce 33e sommet de l'Union africaine se tient autour du thème « Faire taire les armes, créer les conditions propices au développement de l'Afrique ». Pour sa participation à ce sommet, le chef de l'État ivoirien, qui est par ailleurs désigné par l'Union africaine comme tête de file pour le suivi de la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine, va prendre une part active aux travaux du sommet. Ce samedi, il fera une importante intervention à l'occasion du forum de haut niveau sur l'agenda 2063 qui se tiendra au siège de l'Union africaine. Dimanche, il prendra part à l'ouverture du sommet des chefs d'État et aux travaux du huis clos. En marge du sommet, le président de la République assistera à l'inauguration du siège du comité des services de renseignement et de sécurité en Afrique, en abrégé le CISA. Par ailleurs, le président de la République aura plusieurs audiences inscrites à son programme de travail à Addis Abeba. Direction le palais de la présidence dans la commune du Plateau. Le vice-président de Côte d'Ivoire, Daniel Kablan-Duncan, s'est entretenu hier avec son Altesse royale, le prince Édouard d'Angleterre, également président du Conseil du programme de l'Ordre du Mérite international. Ce programme fondé par son père, le duc d'Édimbourg, compte plus de 30 000 jeunes inscrits à travers le monde. Daniel Kablan-Duncan et le prince Édouard ont passé en revue la coopération entre leurs deux pays. 60 jeunes de la commune de Port-Bouët ont reçu hier des médailles des mains du prince Édouard d'Angleterre, également président du Conseil du programme de l'Ordre du Mérite international. Ces jeunes ont ainsi été honorés pour avoir réussi brillamment les épreuves du programme du Mérite international de la jeunesse. Le point avec Moussa Konaté. Les médaillés d'or ivoiriens du programme du mérite international reçoivent leur certificat des mains du prince Édouard d'Angleterre. Ce document, remis à ces jeunes, signé par le prince Philippe, père du prince Édouard, fondateur du programme du mérite international, c'est le couronnement d'une formation de 18 mois. Nous avons pratiqué les 4 secteurs du programme du mérite avec conviction, en l'occurrence l'altruisme, notamment le don de soi, l'aptitude et intérêt, c'est-à-dire se familiariser à une expérience professionnelle et des compétences. Et le voyage d'aventure ou expédition
qui consiste en un voyage à pied de 24, 48, 72 ou 80 km. 60 lauréats au total honorés par le prince Édouard d'Angleterre, avec à ses côtés des membres du gouvernement. Un autre signe de la vitalité des relations entre le Royaume-Uni et la Côte d'Ivoire. Le mérite international de la jeunesse est un outil de service civique qui, bien maîtrisé et organisé en Côte d'Ivoire, contribuera, tout comme le programme national de volontariat et le bénévolat, à l'épanouissement, l'engagement et l'autonomisation du jeune. Nous savons tous que le programme du mérite est une reconnaissance personnelle, mais également un travail d'équipe. Donc, je vous encourage de continuer sur cette voie et de motiver d'autres personnes à participer au programme. Le programme du mérite international vise à permettre aux jeunes âgés de 14 à 24 ans de développer des compétences personnelles et des valeurs citoyennes. Culture, je vous invite à présent à découvrir ce film documentaire de 90 minutes qui retrace le parcours de Henriette Dagri-Diabaté, grande chancelière de Côte d'Ivoire, première femme africaine francophone, docteur en histoire et femme politique engagée. Henriette l'Ivoirienne, c'est le titre de ce film, a été projeté il y a quelques jours au Palais de la Culture de Treichville, en présence du vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Le point avec Franck Quadio. Henriette l'Ivoirienne. Henriette, le prénom de la grande chancelière Dagri-Diabaté, est ivoirienne, liée à l'expression de son attachement à sa culture et une invite au voyage et à la découverte, ce qui jalonne son parcours. Henriette l'Ivoirienne, un film documentaire réalisé par le français Philippe Calderon et Idrissa Diabaté, ivoirien. Pour nous, c'était pour montrer que à travers elle, on peut découvrir la Côte d'Ivoire humaine. On a commencé à étudier Henriette au travers de son travail universitaire, au travers de son travail politique, au travers de sa vie familiale. Donc voilà l'inspiration, ce qui a déclenché le déclic pour faire le film, c'est un article dans le journal Le Monde. Plus de 90 minutes consacrées à la vie trépidante de celle qui fut la première femme ministre d'État et présidente d'institution, Henriette Diabaté. Née en mars 1935, sa vie universitaire est marquée par de nombreuses thèses. L'une des plus remarquables est consacrée au peuple Agni sans vie du sud-est ivoirien. Sa vie de femme et de mère, 5 enfants, une vie de sacrifice aux côtés de son mari, Lamine Diabaté, une vie liée à sa vie politique ou femme engagée. Elle fait un séjour en prison en 1999. Secrétaire générale du Rassemblement des Républicains en 1999 et en 2011, elle est ensuite présidente du parti, puis grande chancelière depuis mai 2011. Une vie pleine perçue comme un modèle par de nombreuses femmes, des jeunes filles et même des plus jeunes venus nombreux à l'avant-première, mais tout aussi notable, la présence remarquée d'autorités politiques, administratives et de membres du gouvernement venus célébrer cette dame de culture, ministre de la Culture en 1990, à l'origine de la création du palais dédié à ce secteur. Pour que ces monuments humains vivants soient toujours vivants, il faut les célébrer. Il faut les célébrer par les écrits, il faut les célébrer par des images et par toute autre forme. Nous l'avons fait il y a quelques années par un colloque international. On le fait toujours par des écrits. Et aujourd'hui, le ministère de la Culture a le plaisir, avec les réalisateurs Philippe Calderon et Idrissa Diabaté, de vous présenter Henriette l'Ivoirienne. Henriette l'Ivoirienne comme une œuvre pour perdurer dans le temps. Merci à tout le monde, à tous ceux qui ont été présents, et aux jeunes, aux femmes qui ont profité. J'espère que ce qui a été retenu dans le film de bon pourra servir à chacun d'entre nous. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan parle du caractère particulier d'une telle initiative. Le président Alassane Ouattara souhaite que la femme joue un rôle très important dans le développement économique de ce pays. Mais pour que les jeunes puissent aller de l'avant, il faut que ces jeunes aient des exemples. Et nous avons un exemple vivant ici,
Et je crois que c'est ça qui était vraiment important à faire. Et je suis heureux que les membres du gouvernement soient venus si nombreux, et notamment au niveau des dames, membres du gouvernement, pour témoigner donc leur affection à la grande chancelière. Le film documentaire Henrietta d'Ivoirienne a été tourné il y a 8 ans. Sa sortie en salle est prévue pour bientôt. Un tout autre sujet à présent, il gère la relation clientèle des entreprises. Leurs différentes interventions permettent de répondre aux besoins d'information du client et de communiquer régulièrement avec ce dernier. Dans le reportage qui va suivre, Didier Nguessan s'intéresse au quotidien des centres d'appel basés en Côte d'Ivoire. Vous êtes mécontent de votre facturation, électricité, eau, téléphone ou assurance et souhaitez avoir des explications. Votre premier réflexe est souvent d'appeler votre fournisseur via un numéro d'assistance. Débute alors la prise en charge de votre requête jusqu'à sa satisfaction dans le meilleur des cas. Vous m'avez dit, Monsieur Petit, que vous rencontrez un souci au niveau de la connexion Internet ou bien exactement sur le service de relations clients, autrefois intégré aux entreprises, est confié de plus en plus à des professionnels. Au Maroc, plusieurs centres d'appel sont installés dans cette zone franche. Un centre de relations clients est un centre qui va prendre en charge des appels de clients et leur régler différents types de problématiques. Ces problématiques peuvent être d'ordre commercial ou alors vous êtes appelé pour qu'on vous propose un produit. Le développement d'Internet et le développement de tous ces moyens de communication est un facilitateur, un accélérateur en tout cas, de la facilité avec laquelle le consommateur ivoirien est capable de joindre une marque, est capable de se mettre en relation justement et faire valoir ses droits. Cet Ivoirien vit depuis une vingtaine d'années au Maroc. Il s'est spécialisé dans la relation client. On peut définir la relation client comme étant l'ensemble des échanges entre une marque ou une entreprise avec ses clients. L'expérience client, c'est l'expérience qu'on vit à travers, bien entendu, l'ensemble des méthodes et outils qui ont été mis en place par cette entreprise pour satisfaire son client. Selon une étude réalisée en 2019 sur les tendances de la relation client en Côte d'Ivoire, 9 consommateurs sur 10 sont insatisfaits de l'ensemble des secteurs d'activité. Le transport en commun est le secteur le plus décrié des usagers, avec 100% de taux d'insatisfaction. Pour améliorer ces tendances-là, nous pensons qu'il faut plutôt recentrer les préoccupations en formant le personnel, les collaborateurs, à tout ce qui touche la sensibilité du client. Cette faiblesse représente une importante marge de manœuvre pour les acteurs de la relation client en Côte d'Ivoire. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ce matin, une dizaine de nouvelles recrues sont en formation. Alors, cette deuxième semaine de formation, comment vous vous sentez? Et la particularité des profils que nous recrutons, ce sont des personnes qui doivent avoir au minimum un bac plus 2. Donc c'est des personnes qui ont une très bonne élocution, un bon niveau de langue, des personnes qui ont un bon argumentaire, des personnes qui ont de l'écoute active. Les apprenants seront outillés déjà sur ce que c'est que la gestion d'un SAV, quelle est l'utilité pour une entreprise d'externaliser la gestion de son service après-vente. Après 2 semaines de formation, ces télétravailleurs seront opérationnels. Ils sont rémunérés entre 80 000 et 250 000 francs CFA. Les plus productifs gravissent rapidement les échelons. C'est le cas d'Alexandre qui, après 6 ans, gère une équipe de 145 personnes. Je suis passé team manager pendant pratiquement une année avant de pouvoir justement progresser. Aujourd'hui, je suis au poste de Operations Manager confirmé. Ce qui me permet d'être aujourd'hui le responsable opérationnel de l'activité à part entière. Cet auto-opérateur travaille pour l'essentiel avec l'administration publique. En 2005, il y avait beaucoup de pédagogie à faire parce que les donneurs d'ordre ne comprenaient pas, ne saisissaient pas, ne cernaient pas la valeur ajoutée qu'apportait la mise en place d'un call center. Donc, à minimum, on considérait que c'est juste un secrétariat ou bien une assistante derrière un téléphone. Donc, il a fallu qu'il y ait cette pédagogie-là pour que les structures, que ce soit étatiques comme privées, comprennent progressivement, plus étatiques. Plusieurs structures publiques ont fait le choix de ce dispositif de communication.
le BNET, le CPC, entre autres, et plus récemment, le ministère de la Construction et celui de la modernisation de l'administration. Le but, rapprocher les fournisseurs de services publics des usagers. Nous voulons améliorer la qualité de nos services parce que les gens ont tendance à se plaindre de nos administrations, qu'il y a un mauvais accueil et tout. Et aujourd'hui, il est là pour que les citoyens viennent s'exprimer librement en fait, au travers de ce portail. Si le citoyen rencontre un problème au niveau de la lenteur des papiers administratifs, il a la possibilité de venir sur le portail pour qu'il puisse échanger avec l'administration. Satisfaire le client ou périr. Sur des marchés hautement concurrentiels, la relation client est devenue quasi incontournable, voire existentielle. Profil personnalisé, assistance 24 heures sur 24, facturation détaillée. Les centres d'appel mettent tout en œuvre pour concilier fournisseurs et consommateurs. Toujours en Côte d'Ivoire, une enveloppe de 500 millions de francs CFA pour favoriser l'autonomisation des femmes. Le Fonds national Femmes et Développement, qui est une initiative du gouvernement, a été lancé récemment dans la commune de Koumassi. Plus de détails dans ce reportage de Mamadou Kouassi. Elles sont nombreuses, ces femmes qui mènent chaque jour des activités génératrices de revenus afin de subvenir aux besoins de leurs différentes familles. Mais que de difficultés rencontrées par ces femmes dans l'extension de leurs activités. Je vends de l'huile rouge, ça ne sort pas. Donc je suis obligée de donner à crédit. Je livre la glace dans les maquis et dans les boulangeries. Donc un seul frigo, ça ne suffit pas. Notre souhait est qu'on veut les financements pour pouvoir augmenter nos activités. Parce que c'est l'argent qui nous manque aujourd'hui. Mais les prêts qu'on vous donne là, il faut travailler pour pouvoir payer. Ces préoccupations trouveront des solutions dans les semaines à venir. Le gouvernement vient de relancer le Fonds national Femmes et Développement en doublant le montant. 500 millions de francs CFA mis à la disposition des femmes pour renforcer ou se créer de nouvelles activités génératrices de revenus. 100 millions de francs CFA destinés aux femmes du district d'Abidjan. Et pour lancer cette nouvelle phase du Fonds national Femmes et Développement, le secrétariat d'État en charge de l'autonomisation des femmes a porté son choix sur la commune de Koumassi. Nous avons déjà commencé à recenser toutes nos mamans au sein de la coordination. Nous allons les appeler pour comprendre réellement leurs projets et faire le suivi de leurs projets pour que tout soit bien, tous les documents soient parfaits pour qu'elles aient les fonds le plus rapidement. La secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes a sensibilisé les femmes de Koumassi réunies en association à adhérer à ce fonds qui est facile à accéder et sans condition. Elles auront une cellule au sein de la mairie qui parlera du fonds et développement pour amener les femmes à l'épargne. Parce que pour nous, le plus important, c'est d'amener la femme ivoirienne à la culture de l'épargne. Il faudrait qu'elle puisse s'inscrire pour les différents prêts, mais surtout rembourser. Parce que le plus important, ce n'est pas de donner, mais c'est le suivi. En plus de l'aspect de financement de projets, le Fonds national Femmes et Développement, c'est aussi l'alphabétisation et la connaissance des droits de l'homme. L'appui aux projets individuels part jusqu'à 500 000 francs CFA et les projets collectifs jusqu'à 2 millions de francs CFA. À présent, ce communiqué de l'état-major général des armées de Côte d'Ivoire. L'armée ivoirienne va exécuter un exercice militaire les mercredis 12 et jeudi 13 février 2020 dans la zone comprise entre Korogo, Mbengue, Lalé-Rabat et Kafolobak dans le district des Savanes. Cette manœuvre va engager environ 600 hommes et va mettre en œuvre de nombreux véhicules, engins blindés et aéronefs. Elle est réalisée conformément au programme de préparation et d'entraînement des forces armées de Côte d'Ivoire, FACI. Pendant son déroulement, des coups de feu seront tirés et des détonations seront entendues. L'état-major général des armées rassure les populations que cet entraînement ne va pas perturber leurs activités et les invite par conséquent au calme et à la sérénité. Fait à Abidjan le 7 février 2020, signé le général de corps d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées. Où en est la mise en œuvre du régime de retraite complémentaire par capitalisation des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire? Les fonctionnaires, agents de l'État ivoirien et autres partenaires sociaux ont échangé récemment avec la direction de la Caisse générale de retraite. Patricia Etia. Les avantages du régime de retraite complémentaire par capitalisation, tel qu'envisagé dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie à la retraite des fonctionnaires et agents de l'État, voulus par le gouvernement, ont été au cœur des échanges entre l'IPS Ségrailleux et les parties prenantes du dialogue social.
Ainsi, ces rencontres furent l'occasion d'échanger sur la mise en place du dit régime, dont le but est de permettre à l'adhérent d'atteindre un taux de remplacement de 80% du salaire d'activité du retraité. Nous sommes prêts à accompagner le processus, aider, sensibiliser nos camarades pour qu'ils adhèrent massivement, parce que la retraite, c'est très important pour tout travailleur, pour tout fonctionnaire. Donc c'est une bonne occasion pour permettre aux militaires à la retraite d'accroître leurs revenus et de s'assurer une très bonne reconversion. Le régime complémentaire obligatoire était pour nous une attente pour que désormais le fonctionnaire ne voit pas la situation de retraite comme une hantise, trouver des ressources additionnelles pour lui permettre de vivre une période de retraite sinon confortable, du moins heureuse, était notre préoccupation et cette préoccupation est en train d'être implémentée par aujourd'hui la présentation qui nous a été faite. Ces échanges ont permis de faire ressortir plusieurs points majeurs, à savoir le mécanisme de perception de la cotisation obligatoire qui ne subira aucun changement par rapport au régime de base. Ainsi, la direction de la solde procédera à un prélèvement automatique du montant sur le salaire brut soumis à cotisation. La rencontre de ce jour vient pour rassurer nos partenaires sociaux, les féliciter pour tout le travail que nous avons accompli ensemble et leur dire que le processus est dans sa phase d'aboutissement final puisque les projets de texte ont été tous élaborés. Le régime de retraite complémentaire par capitalisation a été adopté par le gouvernement le 4 avril 2018. Toujours selon le directeur général de l'IPSC Grailleux, la retraite complémentaire par capitalisation au bénéfice des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire sera opérationnelle avant la fin du premier semestre 2020. Autre actualité nationale, un nouveau président du conseil d'administration pour la radiodiffusion télévision ivoirienne, la RTI. Lazare Akassaye a pris il y a quelques jours ses nouvelles fonctions. La passation des charges s'est faite dans la commune de Cocody. Issa Yeo. Akassaye Lazare aux commandes du conseil d'administration de la RTI, radiodiffusion télévision ivoirienne. Il a été élu à l'unanimité des membres de ce conseil. Il succède ainsi à ce poste à Bouaka Pascal. La passation des charges a eu lieu en présence d'Anouma Kanye Léandre, inspecteur général au ministère de la Communication et des Médias. Le président du conseil d'administration sortant, Bouaka Pascal, a salué la qualité du travail effectué par ses collaborateurs avant de transmettre les dossiers de la tâche qui reste à accomplir. La RTI, objet de notre attention et de nos préoccupations, ne se porte pas mal, même si nous devons reconnaître que beaucoup reste à faire. Les hommes et les femmes du groupe le savent et continuent de donner le meilleur d'eux-mêmes pour maintenir le cap. Akassaye Lazare, à qui je viens de passer donc les charges aujourd'hui, n'est autre que celui qui revient à la maison, il revient chez lui. En lui souhaitant une fraternelle bienvenue, je ne doute pas que le relais que je lui passe sera en de bonnes mains. Pour Akassaye Lazare, c'est un retour à la maison dans un espace désormais concurrentiel. La RTI est la maison que je connais, c'est ma maison. Y revenir me procure un immense plaisir. Dans cette conjoncture que nous vivons, où l'État fait face à des enjeux immenses de développement et où les besoins sociaux sont énormes, la RTI vient comme un élément important dont il faut aussi assurer le développement et la survie. Je sais que je peux compter sur le gouvernement pour le soutien que nous pouvons attendre de lui. Je sais que je peux compter sur le directeur général et les agents de la RTI dont je connais l'enthousiasme au travail pour relever les défis, quels qu'ils soient. Avant cette passation, une première a eu lieu, cette fois à l'AIGF, Agence ivoirienne de gestion des fréquences radioélectriques, à Marcory, entre Akassaye Lazare, PCA sortant, et Bouaka Pascal, PCA entrant. Au cours de cette cérémonie, le nouveau PCA de la RTI a remercié ses anciens collaborateurs de l'AIGF, notamment le comité de direction et l'ensemble du personnel pour leur abnégation et leur dévouement
au travail. Un comité de santé et de sécurité installé récemment à la Société ivoirienne de télédiffusion, IDT. Cette structure va évaluer le fonctionnement et les impacts des différentes activités en matière de santé et de sécurité, telles que les enquêtes, analyses d'accidents et autres inspections. David Soyo et Jean-Marc Djadji. La Société ivoirienne de télédiffusion IDT dispose désormais d'un comité de santé et de sécurité au travail. Composé de 9 membres, le comité a pour mission de veiller sur l'état de santé des travailleurs et de prévenir les risques sur les lieux de service. Il faut des gens en bonne santé parce que si on n'a pas la santé, quelle que soit la volonté qu'on a, on ne peut pas travailler. Donc le préalable, j'ai envie de dire, ça va être ça, faire en sorte que les travailleurs puissent exercer leur métier dans un environnement sain. L'installation du comité de santé et de sécurité au travail obéit au respect du Code du travail ivoirien. Au-delà même du respect du Code du travail, c'est ce comité-là qui veille à la promotion de la prévention des risques professionnels. Quand on parle de prévention, ça veut dire que la chose n'est pas encore arrivée, mais on fait l'effort, on informe les gens pour éviter cette chose. Pour le directeur général de la Société ivoirienne de télédiffusion IDT, ce comité va permettre à ses agents d'améliorer leur rendement au quotidien. Nous recherchons la performance et donc c'est une fierté pour nous d'installer ce comité. Deuxièmement, il faut reconnaître qu'effectivement, ça fait partie des règles de gestion d'une entreprise. C'est quelque chose qui est demandé. Donc ça veut dire que nous tenons vraiment à mettre la société en règle de fonctionnement normal. La Société ivoirienne de télédiffusion, créée le 20 décembre 2017 par adoption en Conseil des ministres, a pour principale mission d'assurer la diffusion des programmes radiophoniques et télévisuels sur le territoire ivoirien et la création, l'exploitation, l'entretien et l'extension des réseaux de diffusion de télévision numérique terrestre, TNT. La Côte d'Ivoire veut impliquer les petites et moyennes entreprises dans l'organisation des grands événements sportifs sur son territoire et à l'international. Et pour atteindre cet objectif, le pays s'inspire du modèle européen en participant à la 7e édition des rencontres internationales des grands événements sportifs. Les ministres Paul Ndao des Sports et Félix Anoblé des petites et moyennes entreprises ont participé aux travaux à Paris, la capitale française. Le point avec Arsène Kouassi. La professionnalisation du sport en Côte d'Ivoire est toujours en marche. Après la mise en œuvre de la loi du sport, c'est au tour de l'économie du sport d'être au centre d'intérêt des autorités ivoiriennes à l'échelle internationale. Réunis à l'occasion de la 7e édition des rencontres internationales des grands événements sportifs, RIGES, le ministre des Sports Ndao Paulin Claude et son homologue des PME, Félix Anoblé, ont participé au rendez-vous sportif phare dédié aux professionnels et entreprises de l'industrie du sport au monde. Au cours de ces rencontres, les marchés internationaux portant sur le Japon, le Proche et Moyen-Orient ont fait l'objet de débats et de partage d'expériences. La rencontre de ce jour, qui est la 7e édition des RIGES, donne l'occasion à la grande famille du sport de découvrir que le sport est devenu aujourd'hui dans le monde une véritable industrie. Des échanges fructueux qui ont retenu l'attention du ministre Anoblé, dont l'objet de la présence est l'implication véritable des PME ivoiriennes dans l'organisation des grands événements sportifs en Côte d'Ivoire et à l'international. Notre objectif, c'est de faire en sorte que l'événement qui approche bientôt en Côte d'Ivoire, la Cannes 2023, soit profitable aux petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire dans plusieurs domaines. En marge de cette table ronde, les deux émissaires du gouvernement ont co-animé un panel autour des opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire. Durant une demi-heure, ils ont relevé les avancées significatives du gouvernement ivoirien dans la réalisation des infrastructures sportives. Cette journée sportive s'est achevée par une rencontre B2B entre les experts du réseau Business France et les délégations étrangères. En images, les ennuis judiciaires du fils du président du Congo, Brazzaville, accusé de blanchiment, de détournement de fonds publics. Denis Christel Sassou Nguesso a été mis en examen par la justice française chargée de l'enquête principale dans l'affaire des biens mal acquis, affaire qui vise des soupçons d'acquisition frauduleuse de patrimoine par différentes familles dirigeantes africaines à partir, bien sûr, de fonds publics.
Enfin, au Cameroun, J-1 avant les élections législatives et municipales dans ce pays meurtri depuis 3 ans par le conflit en zone anglophone entre l'armée et séparatistes. De nombreuses personnes fuient le scrutin. À Douala, la capitale économique, par exemple, de nouvelles arrivées de réfugiés ont été enregistrées ces derniers jours dans le quartier de Bonaberi, selon plusieurs organisations non gouvernementales. Et c'est la fin de cette édition. Excellente fin de semaine à tous sur les chaînes du groupe RTI.